Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour parler avec l'ami Kerr de la trilogie du Dark Knight qui est arrivée très haut sur notre top de films quand on a fait nos films préférés de super-héros. Et comme je le disais dans cette vidéo, eh bien, pour moi, le Dark Knight est beaucoup plus haut que tout le reste et c'est tout simplement un extraordinaire film. On va parler d'abord de la trilogie, puis on va décortiquer chacun des films. C'est un peu notre critique rétro du plaisir. Eh bien, j'ai envie de dire, mon cher Kerr, bonjour à toi et je te laisse la parole pour du coup nous parler de la trilogie, de comment tu l'as vécu. Alors, je voudrais juste rappeler que quand tu avais vu la trilogie, donc on était évidemment beaucoup plus jeunes, c'était ton époque gothique, tu avais donc les cheveux teints en noir qui allaient jusque-là, tu avais un blouson en cuir qui descendait jusqu'à tes Doc Martens noir cuir, et tu avais donc cette grande croix catholique à l'envers, et évidemment le t-shirt de Metallica. Quand tu as été comme ça, avec d'énormes bagues d'appareils dentaires, est-ce que tu... Non mais attends, est-ce que... dis n'importe quoi. Quel a été... avec un t-shirt de Metallica, ça marche pas. Par contre, j'étais probablement en 2005, au moment de la sortie de Begins, j'étais probablement dans ma période Slipknot, oui. Alors la trilogie, moi, de Nolan, je trouve que c'est la trilogie super-héroïque la plus aboutie et de très loin. Alors il y a des imperfections et notamment sur Rises, mais c'est une trilogie qui se tient vraiment. Et une des raisons qui fait qu'elle se tient vraiment, c'est que ce sont les mêmes personnes qui ont bossé dessus. C'est Nolan à la réalisation, c'est les mêmes producteurs, dont certains... Enfin, il y a des poids lourds, Nolan est à l'écriture avec S. Goyer, il y a son frère Jonathan Nolan qui va venir les épauler sur les deux derniers. À la composition de la musique, il y a une cohérence en Alzheimer et sur les trois, James Newton Howard l'aide sur les deux premiers. C'est le même mec à la photo, c'est le même monteur. Enfin, tu vois, il y a une vraie cohérence et ça se sent. Et c'est une trilogie qui a commencé avec Begins. Alors j'en parlerai un petit peu après, mais j'en attendais absolument rien. Le Dark Knight est devenu un événement. Rises était un méga événement. Alors on aurait tous rêvé d'avoir un film encore meilleur que The Dark Knight. Voilà. Et puis je trouve, et c'est un petit peu étonnant, que cette trilogie, au final, elle est un petit peu oubliée maintenant. Voilà, les gens sont passés à autre chose. Il y a eu la vague du MCU et on a un petit peu oublié ce qu'a fait Nolan. Et j'ai même le sentiment que Nolan a tellement bien fait sur cette trilogie que du coup, on la classe pas dans les films, dans l'histoire des films de super-héros parce qu'elle est au-dessus, tu vois. Elle est au-dessus du standard habituel du film de super-héros, là où on va retrouver chez DC du Suicide Squad, du Wonder Woman, chez Marvel du Thor, du Captain America, du Ant-Man, etc. C'est vraiment au-dessus. T'en penses quoi, toi ? Personnellement, si je devais donner mon avis, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est une trilogie qui s'élève. Alors, faut aussi rappeler, hein, quand la trilogie sort, on est très loin d'avoir eu le MCU. Et du coup, le grand public n'est pas habitué à voir autant de films de super-héros. Il y en avait certes avant, il y en avait régulièrement, mais moins que maintenant. Et du coup, il y avait ce côté un peu stigmate de films de super-héros, films de geeks. À l'époque, le terme était... avait une connotation négative. Aujourd'hui, je pense plus. Et le truc, c'est que maintenant, le geek, c'est chic. Maintenant, c'est quand on est geek, on n'ose même plus le dire parce que c'est tellement galvaudé. Le truc, c'est qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était des plaisirs cachés, des plaisirs honteux, d'avoir des statuettes comme à carte dans ces étagères. C'est quelque chose qui se voyait pas. Et le truc, c'est que ce film arrive et en fait, il défonce la culture pop en disant voilà, c'est les super-héros, c'est peut-être pas votre truc, mais je suis le meilleur film de l'année et je suis le meilleur film de la décennie pour ceux que ça fait chier. Et du coup, fondamentalement, cette trilogie, alors c'est une montée en puissance. Moi, je pense que le 1, mais on va en parler, le 1 est en dessous du 2, et malheureusement, le 3 ne réussit pas à aller aussi fort que le 1, enfin que le 2, pardon. Mais ça n'empêche que... Enfin, je préfère, si ça ne te dérange pas, préfère détailler un peu chacun des films, parce que je pense qu'ils ont chacun des histoires assez intéressantes dans leur développement, principalement le Dark Knight, qui explique aussi pourquoi est-ce que c'est des films qui sont aussi et autant au-dessus des autres.
Je te laisse commencer par Batman Begins. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, le Begins, comme je le disais, je l'attendais pas du tout. D'abord pour une première raison, c'est que j'ai trouvé qu'en termes de communication, la Warner avait été plutôt discret à l'époque. On avait ces affiches très sombres. Christian Bale n'était pas la méga star qu'il est devenu. Alors, il y avait American Psycho, bien sûr, mais c'était pas encore un monstre. Il y avait déjà un très beau casting. Nolan s'était fait un nom avec Memento notamment, mais c'était Nolan pareil, c'était pas le Nolan de maintenant. Surtout, Batman, on restait sur Batman et Robin, quoi. Et donc avec George Clooney, avec Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger, enfin un film qui avait traumatisé quand même beaucoup de monde, à juste titre. Et là, il nous propose un reboot. Et en fait, il nous propose un reboot dans un moment où en fait on assiste à, tu sais, tu te rappelles-toi, il y avait les 4 Fantastiques avec Jessica Alba, puis on avait les X-Men, etc. Donc on s'est dit tiens, il y a encore une série de super-héros, bon, pourquoi pas. Et en fait, moi, le Begins m'a beaucoup étonné. Alors la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment réussi, pas plus marquant que ça. C'est après, quand j'ai vu The Dark Knight, que j'ai revu Begins, où je me suis dit mais en fait Begins c'est vraiment un très bon film. Et, pour moi, c'est vraiment un très bon film, hein, le Begins. Parce que dans la manière de construire déjà le personnage, il y a une vraie force dans la mise en scène. Il y a des scènes qui sont très réussies avec dans la montagne, par exemple. Il y a toute l'intrigue avec Ra's al Ghul. Mais moi, j'avais oublié à quel point à la fin, la pseudo-destruction de Gotham avec Ra's al Ghul était aussi prenante et aussi bien foutue. Et ça... alors bon, la bataille dans le manoir, c'est pas le meilleur du film, mais il y a vraiment dans Begins déjà de très très bonnes choses. Et puis la BO de Zimmer et James Newton Howard, mais ils se sont défoncés là-dessus. Il y a des thèmes qui sont, c'est pour moi là des trois, Begins c'est de loin celui qui a la meilleure BO, hein. Parce qu'il y a des thèmes qui reviendront pas après. Et Begins pour ça, chapeau, hein. Donc moi déjà, j'ai trouvé que la trilogie commençait bien. Toi? Moi, j'aime pas beaucoup Begins. Alors, c'est un bon film. Enfin, c'est un film sans plus, en fait. J'ai trouvé que tout le monde était un petit peu fade et sans odeur. Il y a des bonnes idées. Le fait que la bad voiture, c'est un tank et pour des raisons spécifiques, etc. Mais j'ai trouvé que c'était une introduction assez étrange parce que c'est un film d'introduction qui démolit le château des Wayne, donc c'est-à-dire qu'on introduit les Wayne mais qu'on détruit les Wayne, on introduit Gotham mais on veut détruire Gotham. C'est un film que je trouve assez étrange. Il y a aussi Alors, il faut savoir, et pour donner un peu de contexte, Batman Begins, c'est un film qui donc est une commande des studios. Bon, voilà, Warner arrive et dit, on a un problème sur la franchise Batman, et donc on veut de nouveau réinstaller au moins une trilogie. Donc voilà, donc ils cherchent un peu autour, et c'est vraiment dans une logique de film de producteur, film de commande, que le film est anticipé. Du coup, on regarde qui sont les acteurs bankable, ils pensent à Joshua Jackson, qui était l'ancien Pacey de Dawson, ils regardent vraiment Ashton Kutcher, enfin, bref, ils sont dans une logique de supermarché en se disant qui est le mec bankable. Et à côté de ça, on a donc cette image n'est pas Ashton Kutcher. On a aussi les réalisateurs. Ils vont voir les frères Wachowski qui du coup, en fait, à la dernière seconde, disent non parce qu'on vient de leur valider le fait de démarrer Matrix 2 et 3. Et en fait, on a vraiment ce film qui part dans une logique de grosse machine où tout doit rouler, etc. Et c'est presque inespéré que Nolan récupère le film. Parce que Nolan n'a pas fait des films qui ont été des succès intersidéraux avant ça. Et du coup, Nolan, petit mais déjà bon réalisateur qui avait été déjà vu dans plusieurs sélections officielles de festivals. Beaucoup de fans de cinéma à l'époque parlaient déjà pas mal de Memento. Et du coup, bon, il y a Nolan. Alors peut-être que c'est parce que Guy Pearce était aussi un des acteurs, donc l'acteur principal de Memento était aussi un des acteurs qui était pressenti sur le rôle de Begins. Et en fait, on a comme ça ce film qui commence petit à petit à s'organiser
avec Nolan qui est pris, puis Nolan dit en fait ce serait pas mal d'aller chercher Christian Bale qui avait eu ce succès, mais encore un succès d'estime sur American Psycho. Moi, c'est le truc qui m'a fait lever l'oreille, comme ça j'ai l'oreille qui s'est levée sur le nom de Christian Bale, parce qu'à l'époque j'étais très fan de Metroland, qui est un film qui est très très dur à trouver, qui a été un échec total au cinéma et qui a été diffusé sur Canal+, et dans pas beaucoup d'autres endroits, un film franco-britannique, très bon film que je vous conseille d'aller voir, tout début de la carrière de Christian Bale. Et en fait, j'avais adoré Christian Bale dedans, et du coup, ça m'avait donné envie. Mais voilà, on avait une base qui était bon, ok, on va voir Lucius Fox, on va voir Morgan Freeman, parce que Morgan Freeman, c'est facile. Et on avait une base qui était très... un film, encore une fois, de commande avec... j'ai oublié le nom de l'actrice, comment elle s'appelle, qui était à l'époque... Katie Holmes. Katie Holmes, qui était pressentie à l'époque comme étant une nouvelle future star, et qui... malheureusement pour elle, ça n'est jamais arrivé. En plus, qui s'est empêtrée dans son mariage avec Tom Cruise à l'époque. Et donc, au final, on a vraiment un film qui est d'un côté, on sent que Katie Holmes est imposée, mais de l'autre côté, on a Christian Bale qui fait vraiment le taf. Et donc, on a ce film qui, je trouve, est assez bancal dans sa manière de raconter. Mais tout de suite, Nolan veut faire des choses importantes. Nolan fait des projections de grands films, notamment Blade Runner, à toute l'équipe, aux acteurs, etc., en disant on va faire un film culte, on va faire un film qui va marquer. Et lui veut reprendre la franchise un peu comme Tim Burton l'avait fait, en faisant des bons films tout court, en se foutant du fait que c'est super-héros, pas super-héros, en voulant faire un bon film. Et je pense qu'il avait sans doute trop les pieds et poings liés avec le studio pour que ce soit complètement le cas sur Begins, ou peut-être que lui-même était un réalisateur trop jeune, et là où d'un seul coup tout s'est débloqué sur le Dark Knight, quoi. Est-ce que tu veux donner ton avis sur le Dark Knight avant que je le fasse ? Moi j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le top 5, donc comme c'est ton film, je te laisse parler du Dark Knight. Je parlais de Rises après. Effectivement, pour moi, je n'ai que du bien à dire du Dark Knight. Je pense que c'est intéressant parce que, bon, voilà, concrètement, pour moi, c'est dans sa décennie, c'est le meilleur film. Ce n'est que mon avis. Tout y est réussi. Bale est au pic. Vraiment, il est au pic de son savoir-faire d'acteur. Il est avant physiquement. Ses pertes de poids et gains de poids massifs qui l'ont un peu abîmé. Et il est vraiment à un moment où il est vraiment au parfait contrôle de son jeu d'acteur. On a un cast qui est présent, qui est très bon. Encore une fois, je trouve que ce qui est un peu loupé, c'est sa contrepartie féminine. Mais bon, voilà, c'est pas si grave. Et on a un Heath Ledger en Joker qui est juste magistral. Et qui, en plus, le fait qu'il meurt un peu après, ça rentre dans la légende. Parce que faut savoir qu'en fait, là, on a un film qui, de mon point de vue, est parfait dans le traitement du Joker. Parce que on n'en sait rien. Et c'est une idée de génie que de dire, bah, en fait, comme le Joker, on doit jamais savoir qui il est. En fait, d'avoir un personnage qui donne tout le temps des origin stories différentes. Un coup, il a attrapé ça parce que c'est sa femme. Un coup, c'est son père. Et en fait, du coup, on a ce personnage qui est instable, dont on ne sait rien, qui représente un chaos pur. Et je trouve que c'est parfait. Et la mort aussi tragique qu'est la mort de Heath Ledger, eh bien, nous a empêché ou permis de ne jamais plus avoir ce Joker à l'image. Parce que, pour rappel, le scénario du 3 qui était pressenti, c'était le Joker est en prison. Et le Joker a un impact sur le 3. Du coup, en fait, c'est parfait. Le Joker est pour moi des meilleurs antagonistes jamais vus au cinéma. Et c'est un succès. Bref, le jeu d'acteur incroyable. Le scénario parfaitement réussi. Alors, certains pourront dire le coup des deux bateaux, c'est très innocent, mais en même temps, c'est très culture américaine. S'il y a un pays où parfois le côté bon enfant, où on croit à la cohésion sociale, parfois peut marcher. Alors, en ce moment, l'actualité nous montre que l'inverse est aussi vrai là-bas. Mais en tout cas, ces années-là, c'était vrai. Et du coup, on a un scénario qui est extrêmement réussi. De bout en bout, regardez des scènes où on voit des flics qui, d'un seul coup, font mention qu'ils ont un petit problème d'argent. Et en fait, plus tard dans le film, on se rend compte que c'est lui le ripou. Enfin, le film a
jalonné toute son histoire, enfin toute l'histoire du film est jalonnée de petites briques qui construisent les fondations de ce film qui est très réussi. Et puis on a aussi la technique, et il faut parler 2 secondes de la technique sur le film. La technique, Nolan a pété les plombs. Enfin, il y a... le film a l'air très maîtrisé, très contrôlé, mais il a juste pété les plombs. En fait, il a, à ce moment-là dans sa carrière, les studios disent « Oh, mais vous avez réussi, vous avez tout réussi, allez-y, c'est écoute des franches ». Et du coup, il donne le droit à Nolan de faire qu'un banquier chinois corrompu lui offre sa scène d'arrivée, où le Batman va à Hong Kong pour récupérer un banquier chinois vers eux. Et en fait, le truc, c'est que le film a été interdit en Chine et ils se sont coupés le marché chinois à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont passé tous les caprices à Nolan, quitte à se couper de marché entier. Alors, à l'époque, la Chine était moins importante en termes de revenus financiers que ça pouvait générer que maintenant, mais ils ont dit OK à Nolan. Nolan a dit, en fait, la scène si vous vous souvenez, cette scène du camion qui se retourne, en fait, Nolan dit, moi, je veux pas le faire en trucage et effets spéciaux, je veux le faire en réel. Pas de problème, Nolan. Ok, on te file des camions à plus savoir qu'en foot pour que tu puisses faire des tests, des ingénieurs pour pouvoir faire des calculs de balance de poids, et du coup, il peut faire ses effets spéciaux en réel, ce qui est génial pour nous spectateurs, mais par contre qui est incroyablement dangereux. Un des stuntman, pas le mot en français, un des cascadeurs est mort sur le tournage. Et ça arrive pas sur tous les tournages de grands films. Alors ça arrive sur certains films hongkongais où il y a des risques énormes qui sont pris. Sur les grands films de cinéma hollywoodien, c'est vraiment très rare. Là, c'est vraiment pas un hasard. L'envie de démesure, c'est-à-dire qu'à l'époque déjà on tournait avec donc, des pellicules qui pouvaient générer, donc le film est tourné en pellicule, et il veut pouvoir avoir accès à de la pellicule de très 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 haute définition, et du coup il va tourner avec des caméras IMAX. À l'époque il n'y en a pas beaucoup, il y en a même tellement peu que de disponibles pour le film il n'y en a que 3, et ils sont obligés d'aller payer des tournages de documentaires pour le genre de documentaires que vous voyez dans les futuroscopes, qui sont donc des tournages très qualitatifs où on voit des hommes qui... Alors c'était une histoire d'hommes qui tournaient dans les Himalayas, si je me souviens bien. Et en fait, ils ont dû payer l'arrêt de ce tournage-là, dans l'Himalaya, pour leur récupérer une caméra, parce qu'en fait, ils n'avaient pas prévu le poids énorme de ces caméras IMAX, qui avait fait que vous savez, dans ces courses-poursuites où les voitures sont suivies, donc notamment la Batmobile ou la Lamborghini de Bruce Wayne, en fait, donc on a la caméra qui est vraiment ras du sol et qui suit les voitures. Et en fait, donc ça, pour le faire, c'est donc des grands vannes qui sont lestés, donc auxquels on met des poids, avec un bras motorisé par-dessus. Et donc le bras motorisé va permettre donc de faire ces plans au ras du sol, au contraire de lever la caméra, etc. De faire ces mouvements très aériens. Évidemment, c'est calculé à la fois le van, le bras, pour des caméras qui sont des caméras standards, 35 mm. Et là, en fait, l'IMAX, c'est des caméras qui sont dites 70 mm, mais ce sont des caméras qui n'ont pas été produites dans les quantités des caméras 35 mm. Donc, c'est des corps qui sont énormes, vraiment massifs. Et du coup, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que les plus légères étaient de 50 à 60 kg, pour vous donner une idée du poids de la caméra. Et certaines de ces caméras étaient à 70 kg. Et en fait, au moment d'un virage, la caméra s'éclate au sol et envoie valdinguer le van. Alors, je ne suis pas en train de parler de looping, je suis juste en train de parler d'un accident. Et du coup, ils sont obligés donc de payer ce fameux documentaire pour qu'il s'arrête de produire, pour qu'il puisse revenir. Et encore une fois, le studio n'a pas de problème avec ça. Il paye ça parce que Nolan demande et que Nolan veut son 70 mm pour avoir une image dans une définition incroyable. C'est notamment pour ça, fun fact, que vous voyez que certaines scènes du film, notamment ces courses-poursuites en voiture, sont avec une image qui n'a plus les bandes noires, alors que d'autres moments du film ont des bandes noires. C'est parce que le 70 mm permet de filmer dans des formats un peu différents, et notamment plus haut que large. Et donc on a vraiment ce film qui est fait avec un réalisateur qui est complètement débridé, une équipe technique de timbrés qui veut le suivre, et le truc c'est que Daniel me dit que les caméras pesaient 55 kg. 35 kg. Sans les oui, donc 50 kg au total équipés.
Et donc au final, le truc, c'est qu'on on a une équipe technique de fou. Donc je parle de ces 5 caméras de 50 kilos. On a des cadreurs épaules qui filment des journées entières avec ces caméras à 50 kilos. C'était pas interdit, mais c'était déconseillé dans les normes syndicales de tournage aux États-Unis. Pour le film, les techniciens acceptent parce qu'ils savent qu'il y a une vision derrière. Donc on a un film qui, d'un point de vue scénario, que je trouve incroyable. D'un point de vue technique, j'ai rarement vu des films où il y a eu autant d'ambition. Et c'est vraiment parce que le succès financier de Begins permet d'effacer le côté tête de schtroumpf qu'il y avait et les échecs des films de Schumacher, Joël Schumacher. avec du coup Schwarzenegger, donc des derniers Batman. Et en fait, c'est pour ça que d'un seul coup, ce film est permis. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai autant d'hyperlatifs. Parfois, des films exceptionnels apparaissent dans un climat totalement contrôlé, mais souvent dans des zones d'inattendu. Et en fait, pour moi, il y a vraiment des pendants avec le film du Joker. C'est-à-dire que le film du Joker est aussi un film qui existe dans son état actuel parce que ils ont un acteur qui se débride, parce qu'ils ont un réalisateur qui est le réalisateur qui a fait des succès intersidéraux, financièrement j'entends, sur les Hangover. Et du coup, Warner lui dit « fais ce que tu veux ». Et encore une fois, on a un film excellent qui apparaît. Donc vraiment un Dark Knight qui est exceptionnel et je trouve un des films qui comprend le mieux qui est le Batman. Et ça, c'est presque la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que bon, c'est un bon film, mais c'est un film qui n'a pas oublié d'être un film de super-héros, qui n'a pas oublié ses racines. Et vraiment, cette révélation à la fin de se dire que le Batman sera perçu comme un vilain et que c'est pas grave et que c'est comme ça et c'est dans l'ombre qu'il continuera, c'est une manière de vraiment sombre de revisiter le personnage, qui est une manière de revoir les choses post-année 2000, où on a eu une vague de films beaucoup plus sombres. Et vraiment, je trouve que le film, du coup, gagne en maturité, vieillit beaucoup moins vite que d'autres. Le fait que ce soit des vrais trucages et pas des effets spéciaux fait que c'est un film qui, quand vous aurez les télé 8K, ça y est, elles commencent à être en vente. Dans quelques années, il y aura des télé 8K partout. C'est un des premiers films qui pourrait être numérisé en 8K parce que filmé en IMAX, parce que très peu d'effets effets spéciaux 3D qui seraient extrêmement visibles en 8K. Donc voilà, donc un film sur lequel je n'ai que des superlatifs. J'ai parlé trop longtemps, j'en suis désolé. Ker, n'hésite pas à donner ton avis maintenant. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. J'ai juste parlé moi un petit peu du contexte de cette trilogie parce que c'est quelque chose qui est très important. Begins, on l'a dit tout à l'heure, est arrivé un petit peu de manière timide. On n'en a pas trop parlé. Il y avait le passif, voilà, on va pas revenir dessus. The Dark Knight, par contre, a eu une promo incroyable. Je pense qu'une des promos les plus incroyables de l'histoire du cinéma américain, et pour des faits qui sont regrettables, quasiment tous. Alors, on avait déjà l'annonce du Joker, Heath Ledger, qui était un acteur qui avait été remarqué dans Back Mountain, mais qui aussi avait été très remarqué dans À l'ombre de la haine, film qui avait été oscarisé notamment pour Ali Berry. Enfin, c'était un acteur qui n'avait globalement qui était très prometteur, mais qui avait déjà prouvé. Et la promo suivait son cours. Et puis, il y a eu le décès terrible de Heath Ledger, qui a fait énormément parler à l'époque. Et à côté de ça, on a Morgan Freeman, qui a failli décéder pendant la promo. Donc là, on s'est dit, mais c'est incroyable, sur Dark Knight, il y a tout le casting qui est en train de mourir, alors que le film n'est pas sorti. On a eu une attitude déplorable de Christian Bale avec sa sœur et sa mère. Et donc, en fait, la promo de The Dark Knight, ça a été beaucoup de faits divers, de faits regrettables qui ont fait parler du film. Le film est sorti, tout le monde a dit qu'il était ouf et les retours étaient dingues. Le film a été un carton. Alors, bien évidemment, dans l'analyse qu'en font les spécialistes du box-office, etc., il y a bien évidemment le décès de Heath Ledger qui est à prendre en considération dans le succès du film. Il y a aussi le bouche à oreille qui fait que vraiment The Dark Knight a été un vrai succès. Il a dépassé le milliard, ce qui en 2008 n'était pas
si anodin que ça. C'est un des premiers films de super-héros à le faire. Donc voilà. Et passons maintenant à Rises, parce que pour Rises, c'est un peu la même chose. On a déjà l'annonce du casting. Alors on dit, bon, bah, maintenant qu'il n'y a plus le Joker, il nous faut quelqu'un. Et il chope qui? Tom Hardy. Alors le truc qu'il faut quand même dire, dans ce qui entoure cette trilogie Batman, et c'est un élément qui est très important, c'est que Nolan avait négocié avec la Warner pour faire un Batman, un film à lui. Un Batman, un film à lui. Mais toujours avec la Warner. Donc quand il a fait Begins, il a fait Le Prestige, qui n'a pas eu énormément de succès, mais par contre, qualitativement parlant, le film est dingue. On a eu ensuite The Dark Knight, qui a été un énorme succès. Et puis derrière, il a fait Inception. Donc, il sort d'Inception, qui a été un énorme succès aussi, et surtout un succès critique. Un film qui a fait beaucoup parler, où Nolan devient vraiment bankable. Et là, sur le casting de Rises, qui est 2 ans après Inception, eh ben, il prend Tom Hardy, qu'on avait pour le grand public découvert dans Inception, pour les autres on l'avait découvert dans Bronson, et en fait Tom Hardy devient le Bane que tout le monde espère absolument incroyable, etc. etc. Donc Rises arrive, et à la sortie du film, eh ben, il y a un nouveau fait dramatique qui place le film finalement au centre des attentions. C'est que dans le jour de sortie, donc aux États-Unis, il y a un taré qui a ouvert le feu dans la salle de cinéma pendant la scène de Wall Street, quand Bane ouvre le feu dans Wall Street. Du coup, bah, forcément, Rises a fait énormément parler. Donc il y a, pour The Dark Knight et Rises, n'ont pas pu être des films classiques, parce que tout ce qui entoure ces films-là n'a rien de classique non plus. Et Rises avait, je pense que en dehors des 2 derniers Avengers, c'est le film de super-héros qui a été le plus attendu. Il y avait une attente démesurée autour de ce film, qui était liée au succès de The Dark Knight, et le film a été moyennement bien accueilli. Il a bien marché au box-office, il a fait son milliard, tout va bien, mais le film s'est fait détruire, à mon sens, de manière assez injuste, parce qu'il reprend énormément d'éléments de la recette finalement de la trilogie, respecte bien le film, enfin la trilogie sur de nombreux points, notamment la scène d'intro, je pense, dans l'avion avec Bane. Bane, quand il arrive dans le film, il est incroyable. Alors moi, j'ai été fan de ce personnage. Dans la promo, déjà, il me l'avait vendu. J'étais en attente, j'en pouvais plus. Et dans le film, j'étais vraiment, je savourais Bane, parce que je me disais, ah, ils ont réussi encore à faire ce qu'ils avaient fait avec le Joker. Ils ont un super méchant. Et c'est vrai qu'il y a un problème dans Rises. Ce problème, c'est l'arrivée de Marion Cotillard. Alors, c'est pas lié à Marion Cotillard, hein, c'est lié au scénario. Mais quand Marion Cotillard arrive, alors déjà, après coup, on a eu ce fameux, les derniers soupirs de Marion Cotillard qui ont été moqués, et le film Rises a été réduit à ça par énormément de monde. Et je trouve que ça n'a aucun sens. Parce que en plus, ils en ont parlé 1000 et 1000 fois depuis. C'est comme ça que Nolan voulait que Cotillard joue cette scène, qu'il y avait des meilleures prises, mais que c'est cette scène-là qu'a choisi Nolan. Nolan en a parlé plein de fois en disant qu'il était navré pour tout ce qu'avait pris Cotillard. Mais quand arrive surtout Cotillard, Bane s'en va. Et ça, pour moi, c'est le vrai problème du film. C'est-à-dire qu'on avait un super méchant, et sur la même construction que de The Dark Knight, où c'est-à-dire qu'on a le Joker, mais parallèlement on a Harvey Dent. Là, dans Rises, on a Bane, mais parallèlement, on a le personnage caché, en l'occurrence, donc, qui est censé être le peuple de Gotham, mais qui est Marion Cotillard. Et voilà, et c'est vrai que le film se termine. Ce passage-là du film est un peu décevant, mais les dernières scènes, je les trouve vraiment brillantes. La scène de la bombe, Batman qui disparaît, Florence, etc. Enfin, je trouve que la trilogie se termine bien, et que Rises n'est pas le film décevant qu'on nous dépeint à n'en plus finir. C'est pas pour moi un mauvais film, c'est un film qui a des vrais défauts, mais ça reste un grand film de super-héros, et j'aimerais bien voir quels sont les films du MCU qui pourraient rivaliser avec Rises, par exemple. En termes de mise en scène, en termes de casting, en termes même de scénar, enfin, il y a de vraies idées dans Rises, et c'est un film que j'aime défendre parce que je trouve qu'il le mérite vraiment. Toi, t'en penses quoi? Bah, moi, je suis du côté des gens qui étaient très déçus sur Rises, mais parce que, voilà, en fait, le truc, c'est que le Dark Knight, pour moi, est tellement au-dessus du reste
que c'était très très dur de l'égaler. Et je trouve que le film est un film plutôt sympathique, mais qui est du niveau d'un James Bond. C'est-à-dire un bon film d'action, mais qui ne brille pas vraiment par certains côtés. C'est-à-dire que le truc, c'est que si tu prends le Javier Bardem dans un des derniers James Bond, Bane n'est pas vraiment meilleur que lui. On a un, Oh, je suis pas d'accord. on a un film. Alors moi, je trouve que Bane est assez loupé dans Rises. Il est. Alors le truc, c'est que moi, je trouve que j'aime pas beaucoup Bane tout court dans les comics. Là, ils ont essayé d'en faire quelqu'un de plus intéressant. J'aime pas du tout la voix de Bane. Ils ont essayé de faire tout un truc, de vraiment travailler sur le sound design. J'ai trouvé que c'était vraiment nul. Donc déjà, ça aide pas le personnage quand on n'aime pas sa voix. Et en fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont juste bonnes là où on attendait de l'excellence. C'est-à-dire qu'en fait, la grande bataille, là, par exemple, de Gotham, c'est 200 personnes contre 200 personnes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur un truc qui monte en force, monte en force, monte en force. Au final, le truc, c'est qu'on a une bataille rangée de quelques personnes. Et Gangs of New York a l'air d'être 1000 fois plus impressionnant que ne sont ces dernières scènes. Donc un film qui pêche par sa mesure. Je trouve que le film a l'air d'être souvent plus petit que Dark Knight, alors qu'au contraire, il a l'ambition d'être plus grand. C'est un film où je trouve que le cast, globalement, est moins bon. Moi, je trouve qu'Anna Hathaway est pas géniale en Batwoman. Elle crève pas l'écran. Ils ont surtout essayé de jouer sur son physique plus que sur un personnage très charismatique. Moi, je trouve qu'elle est très fade. Ben, je viens déjà d'en parler. C'est un film où je trouve que Michael Caine en Alfred brille, mais parce qu'en fait, il commence à y avoir ce lien très fort entre Nolan et Caine qui le commence à le faire jouer dans tous les films. Et du coup, il a envie de lui donner plus de place. Et Michael Caine, qui est un acteur exceptionnel, bah, tu lui donnes ça de plus de scènes, il continue à te faire du caviar et du coup à réussir. Et je trouve que voilà, Marion Cotillard, on la sent très bridée. Enfin, on a l'impression, parce que là, je suis en train de citer beaucoup d'excellents acteurs, hein. Et ces acteurs, et on oublie Joseph Gordon-Levitt. Hein, et j'allais y venir. Et je trouve que hein. Tous ces acteurs sont extrêmement bridés et on a presque l'impression que celui qui s'est le plus éclaté dans son rôle, c'est Joseph Gordon-Levitt, alors que son rôle n'est pas très grand. Enfin, alors, il prend de la place à la fin, mais son rôle est un petit rôle tout au long du film. Donc, on a vraiment ces acteurs que je sens bridés. On a une technique, j'en ai parlé beaucoup sur le premier, on a une technique qui est plus mécanisée. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que la mise en scène est moins virevoltante, la caméra on sent moins de nouvelles idées. Et donc on a l'impression que, si je vais au bout de mon idée, que eh bien, Nolan, en fait, il garde des idées pour son film d'après, pour ses films d'après. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que Interstellar, visuellement, crève 10 fois plus l'écran. Inception crève 10 fois plus l'écran. Et en fait, on a Dark Knight qui a une vraie nouvelle esthétique. Un film qui est, alors certes, inspiré de Hit très 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 fortement. Certains ont parlé un peu de plagiat à l'époque, mais c'est vraiment très inspiré. Mais là, on sent un film qui manque d'inspiration par bien des égards, alors que les autres films de Nolan d'après, d'un seul coup, on retrouve. Et je pense fondamentalement qu'ils se sont sentis bloqués quelque part, peut-être parce que c'était par les attentes, peut-être que c'était par le studio qui, de nouveau, avait trop de demandes et ça les a bloqués. Je ne sais pas, mais je sens un film de personnes qui se sont auto-brimées ou qui n'avaient pas envie d'aller trop loin. Et voilà. Et en fait, Marion Cotillard a dit un truc que je trouve assez vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Marion Cotillard dit qu'elle n'a pas compris pourquoi est-ce que c'était cette prise qui avait été gardée. Donc elle a attendu très longtemps après que le film soit sorti pour le dire, sans doute parce qu'elle était sous contrat et qu'elle ne pouvait pas le dire. Mais en fait, c'est vrai. Les grosses productions, surtout pour un plan où on voit une voiture et Marion Cotillard qui meurt et rien d'autre,
c'est pas comme s'il fallait repayer d'avoir 8 rues de New York bloquées ou 8 rues de Chicago. En fait, on a un plan qui est facile à refaire. Si c'est ridicule, il pouvait le faire. C'est un vrai problème de Nolan qui s'en fout, qui pour lui, ce plan ne pose pas de problème. Et en fait, voilà, je pense que c'est un film qui a cumulé plein d'erreurs, plein de fautes. On a une équipe c'est des triple A, quoi. On a des gens qui sont les meilleurs dans leur rôle. Bale continue d'être un grand acteur à ce moment-là. Michael Caine, j'en ai déjà parlé, etc. Donc on a une équipe vraiment Gary Oldman, donc on n'a pas cité, mais qui est super, excellent dans la trilogie. Gary Oldman est excellent, mais c'est vrai qu'il crève moins l'écran que Bale, qu'il crève moins l'écran que Kane. Ça reste un commissaire Gordon exceptionnel. Ça va être dur de repasser après lui. Mais c'est vrai que c'est pas le personnage que je retiens le plus. Mais donc tout ça pour en venir à cette impression que ce film son histoire est un peu tarabiscotée pour rien. Cette idée qu'il y a une confrérie sous la ville, mais enfin, je trouve que c'est plein de choses qui rappellent les comics en fait de Batman. C'est des choses qu'on a vues dans les comics, mais je trouve que c'est mal amené ou bizarrement amené. Et voilà, et peut-être une tension entre Jonathan Nolan qui commence à de plus en plus prendre la main sur le scénario et son frère à la réalisation. Mais ouais, donc globalement, une déception ce Rises. Pas un mauvais film, juste un film qui déçoit parce que ça partait tellement haut. Et pourtant... Mais c'est ça le problème en fait. Oui, non, mais c'est complètement le problème. Mais je te rejoins complètement dans ce que tu dis, mais c'est en gros, on t'a servi du caviar avec The Dark Knight, mais on t'a servi vraiment le meilleur du caviar, et derrière on te ramène du caviar, tu craches dessus, parce qu'il n'est pas aussi bon que le premier. Mais à côté de ça, on va te servir un cordon bleu chez Marvel, qui va être plutôt pas mal. Là, on va dire, ah, c'est cool, franchement, c'était un bon cordon bleu, mais ça reste un cordon bleu, et on vient le cracher sur du caviar. Donc moi, je trouve que Rises a énormément de défauts, mais il est au-dessus de la plupart des films de super-héros qui ont été réalisés dans la foulée. Donc c'est là où j'ai un peu de mal avec la critique de Rises. Par contre, je te rejoins complètement sur le fait qu'il a des faiblesses scénaristiques, que on sent que toute l'équipe est quand même sur la fin. Je parle surtout de Nolan, etc. Parce que t'as raison, Inception, qu'il a fait juste avant, c'était bourré d'excellentes idées. Et si on prend juste Cotillard, sa performance, son rôle dans Inception, et puis celui qu'elle a dans Rises, c'est pas la même chose. En fait, Rises, il a le look et il a l'odeur du film de commande pur et dur, du gros blockbuster américain qui a été commandé par la Warner parce que déjà c'était une trilogie, et surtout qui est maintenant hyper important parce que comme le Dark Knight a été un énorme succès, Rises est attendu de ouf et il doit cartonner. Et je pense qu'il a beaucoup souffert de ça en fait. Et je te rejoins non, sur plein de points sur Rises. C'est juste que moi, ce qui m'a énormément gêné à l'époque, c'est de limiter le film à la mort de Cotillard, c'est de dire ah ben non, mais Ben il est nul à chier, alors que on a vu des films de super-héros avec des personnages qui se sont moins fait déchiqueter, qui étaient quand même sacrément en dessous. Donc, enfin voilà, moi je trouve que Tom Hardy est très bien en Bane. Après, le problème de la voix, qu'on l'accepte, ça c'est une question où moi j'adore la voix de Bane par exemple. Mais voilà, le film mérite pas de se faire autant détruire. Et je trouve qu'il se fait vraiment détruire. Ouais, et donc pour ajouter à ce que tu disais, en fait, il faut aussi voir que le film est arrivé dans un contexte particulier. Christian Bale, à peine il avait terminé son tournage, avait annoncé c'est le dernier Batman que je fais, c'est le dernier Batman de Nolan, on est content d'avoir terminé. Et en fait, il avait fait plusieurs annonces qui étaient extrêmement étranges, où on avait l'impression qu'il avait hâte que ça se termine. Et à côté de ça, en fait, quand on a commencé à voir les rumeurs, alors encore à l'heure actuelle, les informations ne sont pas publiques, donc on peut que se baser sur les rumeurs les plus insistantes qui entouraient la production. Et en fait, les rumeurs étaient que Warner mettait une énorme pression sur Nolan et sur Bale
pour en fait eh bien avoir un 4, un 5, un 6 suite au succès du Dark Knight. Et en fait, au point que ça les a saoulés et qu'ils avaient juste envie de terminer le film. Et c'est pour ça qu'à la fin, eh bien c'est une fin qui nous fait croire que le Batman est mort, qui derrière nous montre qu'il a une vie heureuse via Michael Caine qui le voit, et que le film est vraiment vu comme une conclusion. Il voulait surtout pas que Warner réussisse à leur faire changer d'avis 2 ans après, ou trouve des biais pour leur dire ce film que tu veux vraiment faire, il n'y a pas de problème, mais par contre tu me fais Batman 4. Et c'était aussi ce message des gens qui faisaient le film qui a, je pense, tordu un peu les attentes sur Rise. Voilà, je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr, et également de rappeler où est-ce qu'on peut trouver plus de vidéos de Cult & Click. Sur la chaîne YouTube Cult & Click, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter, voilà, et puis le cœur sur les tipeurs. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao!